Ici, après autant d'années, il a été arrêté en date du 16 mai 2020. Et c'est où? C'est en France que celui-ci a été arrêté. Ce soir, nous allons voir les circonstances qui ont mené à l'arrestation de cet homme, combien recherché par la justice internationale, mais tout d'abord par la justice rwandaise. C'est parce que c'est au Rwanda où il a commis les crimes qui lui sont reprochés aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'il a été arrêté? Par qui? Qui a peut-être été derrière cette arrestation, pour en comprendre les tenants et les aboutissants et surtout ce qu'a été cet homme, ce qu'il a représenté pour ce qui est du génocide perpétré contre les Tutsis. J'ai l'honneur d'avoir 5 invités. 2 sont avec moi ici dans les studios de la télévision rwandaise. Je suis avec le docteur Bizimana Jean Damascène, qui est président de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est secrétaire exécutif. Secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Vous allez m'excuser. Nous sommes également avec Madame Providence Umurundi. Elle est en charge de la justice internationale et de la coopération judiciaire au ministère de la Justice ici au Rwanda. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Elle a également travaillé pendant quelques années au tribunal international pour le Rwanda. Elle va également nous en parler de ce passage dans ce tribunal. Nous sommes également rejoints grâce à la magie de la technologie par Alain Gauthier, qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonsoir Alain. Également, nous sommes avec Guillaume Ancel. Il est ancien lieutenant-colonel dans l'armée française. Il a participé à l'opération dite turquoise au Rwanda en 1994. Il a écrit sur le Rwanda, fin du silence. On est également avec Maître Richard Gisagara. Il est rwandais, mais avocat qui exerce à Pontoise, c'est en France. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et je vais commencer tout d'abord par le docteur Bizimana Jean Damascène, qui est secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Docteur, on a eu à parler avec vous pendant des reportages et des émissions. Le nom de Kabuga, c'est un nom qui est toujours caracolé sur la liste des hommes recherchés. On peut dire aujourd'hui que c'est une satisfaction pour l'institution que vous représentez. Oui, effectivement, c'est une satisfaction pour tout le monde. Toute personne qui est éprise de paix et de justice se satisfait de l'arrestation de Félicien Kabuga. Il faudrait commencer par donner quelques faits qui ont été commis par Kabuga, parce que Kabuga n'est pas n'importe quelle personne. Félicien Kabuga, c'était l'homme d'affaires le plus riche du Rwanda, mais il a mis toute sa richesse à la planification du génocide et surtout au financement de la mise en place de cette machine génocidaire. Quelques faits, il y a une opération qu'on appelle l'autodéfense civile. Elle n'est pas très connue, mais l'autodéfense civile, c'est un système qui consistait à choisir parmi les jeunes rwandais, sur base d'une ethnie, on choisissait des jeunes Hutus, et ils étaient entraînés d'abord militairement, et idéologiquement dans des cas militaires, particulièrement les cas militaires de Gabiro, dans la préfecture de Byumba, et Gako, Bigogwe, Mukamira. Et une fois ces jeunes entraînés dans cette opération qu'on appelle l'autodéfense civile, ils retournaient au sein de la population. Et au sein de la population, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entraînaient aussi le reste d'autres jeunes qui étaient dans les communes. Et après, lorsque, notamment en 1993, ils ont commencé à commettre des massacres, plus particulièrement dans le nord du pays, dans la préfecture de Rwengeri, Gisenyi, et une partie de Byumba, mais aussi Kibungo. Et c'est Kabuga qui donnait tout le financement de cette opération. Et puis, il y a aussi un autre fait, c'est que, vous vous rappelez peut-être que début janvier, le 11 janvier en particulier, janvier 1994, il y a un informateur qui faisait partie des milices, du comité d'organisation des milices,
On s'est nommé Jean-Pierre, mais son nom c'est Turatsinze Aboubakar. Alors, Aboubakar Turatsinze a donné l'information au général Darer, comme quoi, dans les bâtiments de Kabuga à Gikondo, il y avait tout un stock d'armes. Des armes qui étaient destinées à commettre le génocide une fois que le signal est donné. Et le général Darer, saisi par cet informateur, a demandé l'autorisation au Conseil de sécurité, plus particulièrement à l'opération de Messieurs de la Paix, de saisir ces armes-là. Et il n'a pas obtenu l'autorisation. On est en janvier, c'est-à-dire que si les armes avaient été saisies, le génocide n'aurait peut-être pas pu être exécuté. Et ces armes, vous comprenez, étaient dans les dépôts de Kabuga. Et j'ai parlé des entraînements des milices, en oubliant aussi qu'à Muhima, dans le grand bâtiment de Kabuga que vous connaissez, nous sommes à Kigali. À Kigali, là aussi, il y avait des réunions de planification du génocide qui se faisaient là-bas, et en présence de Kabuga. Kabuga parfois les dirigeait avec Agathe Kanziga, qui était l'épouse du président Habyarimana. Et il faut aussi rappeler que Kabuga avait des liens très proches avec la famille présidentielle, parce que deux de ses filles sont mariées au fils de l'ancien président Habyarimana. Et puis, troisième élément qu'il faut souligner, parmi les nombreux faits qu'on peut reprocher à Kabuga, Kabuga a, entre août 1993 et février 1994, il a commandé des machettes, plus de 580 tonnes, c'est beaucoup, une grosse quantité. 580 tonnes de machettes qui ont été achetées via la société Rwandex par Eugène Mbarushimana, qui est son gendre, et ces machettes-là ont été distribuées à la population, plus particulièrement aux miliciens dont j'ai parlé au début de cette émission, qui étaient éparpillés sur tout le territoire national. Ce qui fait qu'au début du génocide, les miliciens étaient armés et de grenades, ça c'est un, et puis deux, de machettes neuves qui avaient été achetées par Kabuga pour commettre le génocide. Donc vous comprenez qu'un type comme ça, qui se cache pendant 26 ans, qu'il soit arrêté au moment des jours où nous sommes en train de faire la commémoration du génocide, c'est quand même un fait satisfaisant. Alors, Madame Providence, nous avons un peu, le docteur essaie un peu de retracer, de brosser, montrer peut-être aux gens qui ne l'ont pas connu qui était Félicien Kabuga. On va également revenir sur l'ACAZU, dont il était membre, selon en tout cas plusieurs témoignages concordants. Madame, aujourd'hui, l'homme a été arrêté en France, plutôt un pays où dit refuge, exil, presque où les gens accusés du génocide dorment sur leur laurier. C'est assez surprenant quand même pour le grand public. On s'est dit, en France, on croyait qu'il était en sécurité là-bas, ou s'il y était en tout cas. Oui, effectivement, ça a été toute une surprise pour tout le monde. Je pense que même... donc, je dirais que les informations qu'on pouvait avoir, c'est via le mécanisme, mais pas directement de la France. Et avez-vous eu une communication, disons, officielle par rapport aux organes que vous représentez, le ministère de la Justice? Avez-vous été déjà informé de manière, disons, directe de l'arrestation de Kabuga? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, justement, parce que c'est, comme je vous l'ai dit au début, il a été arrêté sous le mandat du mécanisme. Bien sûr, le mécanisme, le procureur en chef du mécanisme, c'est lui qui a, je pense, qui a été informé parce que ses services étaient impliqués dans l'acte d'arrestation avec tous les services, comme vous avez vu dans le communiqué du ministère de la Justice de la France. Et on a été donc informé. Avant que ça a été d'abord mis officiellement par les services concernés et donc on a été informé aussi. Voilà. Je vais rejoindre la France, justement là où Félicien Kabuga a été arrêté pour parler à Alain Gauthier. Alain, votre collectif, vous travaillez depuis pratiquement 25 ou 26 ans à la recherche de la justice, en tout cas pour ce qui est des responsables du génocide perpétré contre les Tutsis sur le sol français principalement. Quel est votre sentiment? Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui après l'arrestation de Félicien Kabuga? Je pense que c'est une immense satisfaction, mais en même temps une surprise,
parce que effectivement, nous étions loin que Kabouga pouvait se trouver ici, même si nous le savons, comme l'a précisé Jean Damascène Bizimana, Kabouga, nombreux liens ici sur le sol français. Donc, après la surprise, une immense satisfaction. Et j'aimerais que cette station permette aussi de faire sur un certain nombre de dossiers. Je pense en particulier sur celui de Agathe. Et puis, évidemment aussi, ça interroge comment Kabouga a-t-il pu venir en France, par qui a-t-il été aidé, depuis quand est-il sur le sol français. Donc vous voyez que on a une question qui se pose aujourd'hui et nous espérons que si c'est celle du mécanisme, eh bien que cette justice ne tarde pas à se prononcer. Monsieur Kabouga, il est en mauvaise santé et donc pour que il soit devant la justice. Justement, je vais vous répondre tout à l'heure, mais s'il vous plaît, veillez un peu rapprocher votre micro. Question d'avoir un bon son parce que votre son arrive entrecoupé. Dans l'entretemps, Guillaume Ancel, vous qui êtes ancien lieutenant-colonel de l'armée française, vous avez notamment écrit sur le Rwanda. Guillaume, vous êtes, se basant même sur le dernier livre que vous avez écrit sur le Rwanda, Fin du silence, vous dénonciez justement un certain silence coupable par rapport aux faits qui se sont passés au Rwanda. Vous avez été notamment de l'opération turquoise. Mais là, nous sommes sur le terrain de la justice. Mais justement, Guillaume, cette opération dite 955, je ne sais pas encore le nom, vous, avec la conjoncture actuelle, étiez-vous également surpris que monsieur se trouve sur le sol français? D'abord, je dois dire que c'est une très bonne nouvelle que cette arrestation. J'espère que vous m'entendez bien. Super bien. Le fait qu'un des organisateurs principaux du génocide soit arrêté même 26 ans après les faits, c'est remarquable. Et je voudrais saluer l'enquête qui a été menée par l'Office chargé de la lutte contre les crimes contre l'humanité, parce que c'est sans doute beaucoup grâce à leur ténacité et à leur professionnalisme qu'on a pu mettre la main sur cette ordure. Mais on peut s'interroger aussi, comme l'a fait Alain, sur le fait que manifestement Kabouga était caché en France depuis plusieurs années et qu'il a donc bénéficié d'un réseau de soutien et de complicité important, sur lequel j'espère que la justice française enquêtera aussi. Je voudrais citer que deux exemples, mais qui sont très représentatifs de ce problème qui est toujours présent en France. D'abord, la présence d'Agathe Habyarimana, dont on sait qu'elle a joué un rôle central dans l'organisation du génocide. Or, elle est toujours en France et elle n'a absolument eu aucun compte à rendre à la justice. C'est inacceptable et ça doit cesser. Et par ailleurs, il y a aussi des Français qui sont largement impliqués dans ce réseau, puisque je rappelle que quand le génocide contre les Tutsis a été commis, les organisateurs étaient les alliés de la France. Et que même en 2020, 26 ans après les faits, la France n'a toujours pas condamné officiellement ces organisateurs, ce gouvernement qu'elle soutenait alors. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est que les services de l'État français ont changé d'attitude en permettant par exemple cette arrestation remarquable. A contrario, ils tolèrent encore
que les organisations qui soutiennent des thèses totalement génocidaires, totalement négationnistes, et qui sont l'émanation, le reste de ces organisateurs du génocide, puissent encore organiser des colloques, comme ils l'ont fait en mars dernier, il y a seulement 2 mois, au Sénat français. Colloque auquel assistaient Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée, ou le général Queneau, qui était conseiller à l'Élysée. Et donc, on ne peut que s'interroger comment un quart de siècle après les faits, il y a encore des Français qui n'arrivent pas à comprendre que nous avons soutenu les génocidaires et que nous devons nous en excuser avant les 50e commémorations du génocide qui n'auront lieu qu'en 2044. Justement, vous parlez d'une nouvelle ère en tout cas. Vous pensez que si Félicien Kabuga a bénéficié d'une certaine protection, là vous faites forcément mention, ou vous voulez dire en tout cas certains responsables de dans l'ancien système qui sont toujours actifs en France. Vous avez parlé de Hubert Védrine qui est l'ancien secrétaire à l'Élysée. Est-ce que vous pensez que son arrestation est également liée à cette nouvelle approche par rapport aux nouvelles autorités qu'on a en France ou les autorités actuelles au pouvoir en France? Je pense que le problème, ce n'est pas le professionnalisme des enquêteurs. Les enquêteurs de l'Office chargés de la lutte contre les crimes contre l'humanité ont toujours été remarquables. Le problème, c'est les priorités, les moyens qu'on leur fixe. Par conséquent, on voit bien qu'effectivement, il y a un changement d'attitude des services de l'État français. Et je pense que c'est lié à l'arrivée du président Macron, qui manifestement a décidé qu'il fallait qu'on puisse tourner la page et partir en paix en reconnaissant la réalité, la vérité du rôle qu'a joué la France dans le génocide, y compris dans le fait que depuis 26 ans, de nombreux organisateurs du génocide ont pu se réfugier en France en toute impunité. J'espère que Alain Gauthier pourra le détailler, mais il n'y a eu que 3 condamnations en France, alors qu'il y a sans doute plus de 300 organisateurs qui sont encore réfugiés en France, et la première d'entre elles, Agathe Abiyarimana. Restez bien avec nous. J'invite également le maître Richard Gisagara. Maître, vous avez travaillé sans relâche sur, disons, le terrain de la justice. Est-ce que parmi les témoignages que vous avez eu à collecter à gauche, à droite, est-ce que vous n'avez pas eu de soupçons, avec un œil, avec une oreille de l'avocat que vous êtes, des signes en tout cas qui pourraient laisser, en tout cas, suggérer que Kabuga se trouverait soit en France ou pas vraiment loin de la France? Non, je ne pourrais pas vous dire que cette information, que nous avions cette information, non, pas du tout, malheureusement. D'ailleurs, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais malheureusement, c'était un secret qui était très, très gardé parmi, je suppose, les proches, le cercle fermé, le cercle très proche de M. Kabuga. En tout cas, dans tous les dossiers que nous avons eu à traiter, dans toutes les informations qui est parvenue à notre oreille, on n'a jamais eu une information précise qui pourrait nous dire que Kabuga se trouverait en France. Si on l'avait su, effectivement, ça nous aurait fait plaisir et on se serait dépêché de le transmettre aux autorités concernées. Évidemment, il n'empêche pas aux uns aux autres d'avoir des soupçons, de se dire que telle ou telle personne pourrait avoir l'information, mais pour vous dire vrai, il n'y a jamais eu une information concrète et précise qui nous aurait fait penser que Kabuga se trouverait en France. Maintenant, maître, tout à l'heure, les différents intervenants sont revenus sur le nom de Madame Agathe Kanziga, qui est l'ancienne, qui est en tout cas l'épouse de l'ancien président Abiyarimana. Aujourd'hui, nous parlons de la CASU, d'un système qui a mené, en tout cas au génocide, qui contrôlait tout l'appareil d'État. Est-ce que c'est pas si normal de mettre les deux dans un même panier? Pourquoi Félicien était autant recherché alors que Madame Kanziga, on connaît bien sa présence en France et qu'elle ne soit pas autant inquiétée, pourtant ayant appartenu à la CASU auquel a appartenu Félicien Kabuga? Je pense que c'est deux camps très différents.
Kabuga a fait l'objet d'une mise en accusation par le tribunal pénal international pour le Rwanda depuis plusieurs années, depuis les années 1990. Lui, il est tout en haut des personnes qui étaient recherchées, des fugitifs qui étaient recherchés, parmi ceux qui étaient les plus recherchés et qui ont même fait l'objet d'une récompense offerte par les autorités américaines, tandis que Madame Abiyarimana fait l'objet effectivement de plaintes qui sont en cours, mais il n'a pas le même rôle, il n'a pas, en tout cas pour l'instant, au niveau judiciaire, les faits qui sont reprochés à l'un et à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc Kabuga, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le docteur Bizimana, c'est quelqu'un qui a joué un rôle primordial dans le financement du génocide. C'est quelqu'un dont on pourrait dire, je pense sans se tromper, que s'il n'avait pas été là, le génocide n'aurait pas eu l'ampleur qu'il a eu. Le docteur Bizimana rappelait tout à l'heure l'information qui était parvenue bien avant le génocide à l'oreille des Nations Unies, les armes qui ont servi au génocide, qui ont été achetées par Kabuga, qui étaient entreposées, en tout cas c'est ce que les informations disent, dans un hangar qui appartenait à Kabuga. Si ces armes avaient été saisies à l'époque, peut-être que le génocide n'aurait pas eu l'ampleur qu'il a eu actuellement. Donc, Madame Abiyarimana Kanziga, effectivement, fait partie donc de la CASU et Félicien Kabuga également fait partie de la CASU, mais à mon sens, ce sont des rôles qui sont totalement différents et c'est donc deux dossiers et ces deux rôles qu'il faut différencier. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, en tout cas à mon sens, même si l'un et l'autre méritent de donner leur vérité, ils méritent de passer devant la justice pour que la justice puisse en savoir davantage sur eux et reconnaître ou pas les rôles dans le génocide commis contre le Tutsi. Actuellement, Madame Agathe Kanziga, effectivement, habite en France et n'a pas, on lui a refusé. C'est ça qui est vraiment très étrange hein, par rapport à l'attitude donc des autorités françaises. Quelqu'un tout à l'heure, M. Ansel a parlé donc du changement de l'attitude des autorités françaises. Vous l'avez évoqué également. Nous espérons en tout cas que cette attitude des autorités françaises va également continuer à s'appliquer à tout le monde. Parce que si on prend le cas d'Agathe Kanziga, c'est une personne dont on a refusé, à qui on a refusé le statut de réfugié, au motif que c'est bien indiqué dans une décision judiciaire, au motif qu'on soupçonne une participation dans les crimes contre l'humanité et dans le génocide commis contre le Tutsi. C'est indiqué dans la décision judiciaire. Mais pour l'instant, il ne fait pas l'objet d'une recherche ou d'une attention des autorités judiciaires comme celle de Kabuga. Il faut évidemment saluer l'ampleur ou l'effort qui a été fait pour retrouver Kabuga, mais il faut effectivement s'interroger sur le fait que Madame Agathe Kanziga ne fait pas l'objet également donc d'une attention particulière des autorités judiciaires. Mais pour ma part, on ne peut pas dire que on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, en tout cas ce qui me concerne. Et je salue ce qui se passe actuellement pour Félicien Kabuga et j'espère que dans les jours qui viennent, Madame Agathe Kanziga aura également à répondre à la justice. Alors, Madame Providence, j'allais vous demander, vous êtes passé par le tribunal international pour le Rwanda. Les dossiers Kabuga et d'autres comme Augustin également, c'est parmi les plus recherchés ou qui étaient les plus recherchés aujourd'hui. Comment est-ce que, on parle de la France aujourd'hui, mais on a eu dans le dossier, on peut voir que monsieur a été en République démocratique du Congo, il a été en Allemagne, il a été en Suisse, dans plusieurs pays pour aujourd'hui se retrouver en France. Est-ce que tous ces pays-là où il est passé, est-ce qu'on peut imaginer par quelle magie ou par quel canal est-il passé pour passer entre les mailles de la justice? Pourtant, c'est depuis 1997, je rappelle, qu'il fait objet d'un mandat d'arrêt international. Oui, effectivement, il a fait objet du mandat d'arrêt depuis 1997. Il y a eu pas mal de tentatives même de l'attraper quand il était encore au Kenya. Mais justement, comme on l'a dit, c'est un homme influent qui était riche, qui avait de l'argent.
et qui c'était facile, à mon avis, de corrompre certains services de certains pays où il a pu séjourner. Justement, il a été, à un certain moment, il a été mentionné en République démocratique du Congo et puis à un certain moment au Kenya. Il est arrivé même qu'on a pu remarquer qu'il avait été en Allemagne pour se faire soigner sous une identité fausse d'un citoyen tanzanien. Et puis vous pouvez vous imaginer, parce que les enquêteurs, toutes les fausses qui étaient mises dedans, c'était du tribunal pénal international, les enquêteurs des Nations Unies, mais ils n'arrivaient jamais à l'attraper. Et puis on sait aussi qu'il y a même certains témoins, certaines personnes, indicateurs, instructeurs qui ont été tués même avant même qu'on l'attrape. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec son argent, il avait pu faire vraiment, il avait un réseau influent dans tous ces pays. Je pense qu'il a pu être rattrapé en France, en Europe, sur le sol européen, même après 25 ans de cavale. On peut supposer effectivement que son influence a continué même dans tous ces pays, parce qu'en ce moment, on s'est demandé comment est-ce qu'il a pu arriver en Allemagne, même si l'espace européen est ouvert, tu peux passer de la Belgique en Allemagne par train ou quoi, et puis on ne va pas contrôler, mais c'est qu'il y avait des personnes, comme M. Ansel l'a dit, justement certaines organisations qui étaient derrière lui, qu'il a pu utiliser, c'est ce qu'on peut imaginer, pour qu'il puisse vraiment circuler dans tous ces pays. Il y a eu pas mal d'informations, tantôt qu'il soit changé, il a fait la chirurgie esthétique par exemple, qu'il aurait changé, mais comme on a vu la photo qui a pu circuler hier sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la personne même, mais justement, non seulement on peut dire des appareils étatiques, certains services, mais aussi des individus influents, et puis qui a pu faire que justement on n'arrivait pas à l'attraper. Mais en moins 25 ans après, on peut quand même se féliciter. Ce que je veux dire ici, c'est qu'avec l'effort collectif, des services collectifs, avec l'engagement de la communauté internationale, parce que vous avez vu par exemple dans le communiqué du ministère de la Justice de la France, on parle des services police, non seulement de la France, mais aussi de la Belgique, le service métropolitain de Londres, donc de l'Allemagne, de l'Australie. Donc on voit que si jamais vraiment, même pour les autres, s'il y avait un effort collectif de la volonté politique et de la volonté, l'engagement de la communauté internationale, tout est possible. Justement, je veux qu'on puisse rentrer un peu. C'est depuis 1996 qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Félicien. Mais vous qui étiez sur place à Arusha, vous avez travaillé pendant longtemps. Est-ce que quand on évoquait le nom de Kabuga, est-ce que cela attirait une attention particulière par rapport à d'autres dossiers, par exemple? Ce que je veux préciser personnellement, c'est que moi, j'ai été à Arusha seulement pour une année de 2007. C'est au moment où son gendre, Ngirabatwara, a été aussi arrêté. Et puis moi, personnellement, je travaillais au bureau du greffier, donc je n'étais pas au bureau du procureur. Mais sauf qu'on avait des collègues rwandais, on pouvait parler indirectement, mais on savait comme déjà ça faisait 10 ans qu'il était recherché, c'est un cas qu'on pouvait soulever, parler, parce qu'on a appris que son gendre a été arrêté. Mais c'est toujours, on savait aussi des services du parquet, du procureur, qui pouvait des fois aller à Nairobi, parce que de Arusha à Nairobi, c'est 4 heures de voiture. Tu pouvais y aller, mais à un certain moment, certains staffs, ils avaient peur parce que Kabuga avait justement presque vraiment manipulé tout le système policier au Kenya. Mais c'est pas un dossier qu'on parlait directement, parce qu'à cette époque, tous les dossiers, à cette époque, ils avaient la même ampleur, parce que c'était à l'époque aussi des Bagosora, les procès étaient en cours, au moment en tout cas où j'étais là. Donc, je ne peux pas dire personnellement que c'est quelque chose qu'on parlait de tous les jours, mais on savait que, non seulement Kabuga, on sait que il y avait les grands fugitifs qu'on cherchait, il était le numéro 1 justement sur la liste. Ce que je veux préciser aussi pour le tribunal, pour vous voir, parce que j'ai vu, peut-être pour anticiper, j'ai vu qu'il y a pas mal de débats sur les réseaux sociaux,
s'il devait être transféré au Rwanda, être jugé. Je pense qu'on va revenir sur ça. Là, nous sommes sur les faits de son arrestation et les circonstances, peut-être, et c'est que l'homme a été. On va justement revenir là-dessus, je vous promets, sur la suite, sur le terrain de la justice. Docteur Bizimana, dans le travail que vous faites, c'est également de la recherche, vous collectez les preuves historiques. Félicien Kabuga, on parle aujourd'hui d'un financier du génocide, mais c'est également un monsieur qui était au service d'un appareil étatique. Évidemment, je l'ai souligné au départ, Kabuga était très proche du président de la République et de toute sa famille, et il faisait partie de ce qu'on appelle le réseau zéro. Et réseau zéro signifie quoi? Ça signifie zéro Tutsi. C'est-à-dire que c'est un système qui avait été créé pour perpétrer le génocide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun Tutsi au Rwanda. Hein, c'est ça ce qui signifie réseau zéro. Et Kabuga en faisait partie, avec d'autres dignitaires du régime, plus particulièrement le colonel Bagosora, que vous connaissez très bien, et puis le frère d'Agathe Kanziga, Séraphin Rwabukumba. Séraphin Rwabukumba était un des cadres de la Banque nationale du Rwanda qui travaillait au service de change, et entre Kabuga et Rwabukumba, il facilitait en fait les opérations bancaires et surtout via les sociétés de Kabuga pour financer, que ce soit l'appareil des miliciens, mais aussi la création de la radio-télévision libre de Mille Collines. On n'en a pas parlé. Parce que la création de la RTRM, qui a été faite le 4 avril 1993, c'est Kabuga qui a financé cette radio. Nous sommes à un mois du génocide. Mais non. On a une année. À une année plutôt, pas un mois, une année du génocide. C'est ça. Mais avec la signature des accords d'Arusha, en août 1993, la RTRM va accentuer la diabolisation des Tutsis. Plusieurs émissions vont être faites par des journalistes recrutés par Ferdinand Nahimana, qui était à l'époque le directeur général de l'Orenfort et qui s'entendait avec Kabuga. Et d'ailleurs, dans l'acte d'accusation de Félicien Kabuga, il est bien souligné qu'il y a eu une entente entre Ferdinand Nahimana, comme directeur général de l'Orenfort, et Félicien Kabuga pour recruter des journalistes. En fait, on débauchait des journalistes de l'Orenfort, les meilleurs, pour les embaucher à la RTLM, pour qu'ils puissent faire de l'animation, sensibiliser les jeunes, afin que les jeunes puissent adhérer au discours que tenait la RTLM. Donc, servir à la même cause. Absolument. Et il est très important justement de souligner qu'après la signature des accords de paix, la RTLM a mis en place toute une série d'émissions, d'animations contre-calant, diabolisant les accords d'Arusha pour appeler la population rwandaise en fait à ne pas accepter le partage du pouvoir avec l'opposition et avec le Front patriotique rwandais. Donc vous voyez que Kabuga étant très proche, on ne peut même pas dire qu'il est proche du régime, il est dedans. Il est dedans, dans le cercle. Il fait partie de l'appareil répressif du régime Habyarimana, en mettant en place tout ce que je vous dis, les moyens financiers, matériels, militaires, et surtout l'armement des milices n'aurait pas pu avoir lieu si Kabuga n'était pas là. Parlant de l'armement, on parle de plus de 700 tonnes de machettes qui ont été achetées. 780 tonnes de machettes qui ont été achetées pour... Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire également un peu plus les détails sur ces machettes? Où sont-elles allées? Comment est-ce que les machettes sont-elles arrivées? Vous avez parlé du général Roméo Dallaire à qui on avait soufflé certaines informations capitale ou clé à l'époque. Mais pourquoi n'était-il pas facile pour eux d'accéder à ces informations, d'aller y jeter un œil? Bon, il y a deux questions que vous posez. La toute première, l'achat des machettes, Kabuga ne les a pas achetées sur son nom. Okay. Kabuga a donné l'argent à son gendre, Eugène Barushimana. Eugène Barushimana travaillait à la société qui s'appelait Rwandex. C'était une société d'importation et d'exportation des produits, particulièrement les outils agricoles, les machettes, les roues, etc. Et donc, Eugène Barushimana faisait partie du comité d'organisation, du comité national de milices Interahamwe. Il était l'un des cadres de milices. Et Eugène Barushimana donc, a commandé les machettes en Angleterre à la société Shillington. Et cette société Shillington donc, a transféré naturellement les machettes au Rwanda sous le nom de Barushimana.
Et Mbarushimana a utilisé le réseau des Interahamwe pour le distribuer à travers tout le pays. Il faut aussi ajouter que Kabuga donnait ses camions pour le transport des machettes sur tout le territoire national, en vue de les donner aux miliciens. S'agissant maintenant de la deuxième question, sur les raisons pour lesquelles le général Dallaire ne pouvait pas de lui-même prendre l'initiative d'aller saisir les armes, en fait, la mémoire avait un mandat sous le chapitre 6. Nous revenons donc à la question du mandat. Oui. Le chapitre 6, c'est quoi de la Charte des Nations Unies? En fait, c'est une disposition selon laquelle les casques bleus ne peuvent pas utiliser la force pour protéger la population civile, tout simplement. Pour utiliser la force, il faut avoir un mandat sous le chapitre 7. Et donc, le général Dallaire était obligé tout le temps d'aller demander l'autorisation de se référer, si vous voulez, au chapitre 7 en vue de faire son travail. S'il était sous le mandat du chapitre 7, il aurait pu de lui-même prendre l'initiative d'aller saisir les armes sans être obligé de demander l'autorisation aux Nations Unies. Mais malheureusement, au Conseil de sécurité, plus particulièrement à l'opération de maintien de la paix, qui était dirigée à l'époque par Kofi Annan, il ne comprenait pas l'importance de prévenir le génocide, parce que si les armes avaient été saisies, il est clair que le génocide avait été prévenu. Et c'est là la principale faute. Donc, Kofi Annan, qu'est-ce qu'il a répondu à Dallaire? Il a répondu à Dallaire d'informer le président Habyarimana de l'existence de ces armes-là. Alors que le président Habyarimana lui-même était le principal, en fait, le principal fournisseur, le principal organisateur de son plan génocidaire. Et deuxièmement, le général Dallaire a essayé de contacter le général Ndindirimana, qui était le patron de la gendarmerie rwandaise. Évidemment, Ndindirimana, qu'est-ce qu'il a donné dans sa réponse? Il a dit, on va voir cela. Et c'est jusqu'en avril, rien n'avait été fait pour la saisie de ces armes. On va revenir là-dessus, surtout de la radio-télévision 2000, Colline, celle de triste mémoire. Peut-être Alain Gauthier, Félicien Kabuga, c'est un monsieur qui n'a pas travaillé seul. Sur place en France, sur le plan de la justice, vous avez toujours dénoncé une certaine lenteur dans la procédure, ce qui fait à ce que certains témoignages peuvent disparaître, certains responsables peuvent également mourir ou prendre de l'âge en tout cas, ce qui peut ne pas faciliter la procédure judiciaire. Aujourd'hui, vous pensez que le procès si on doit envisager un procès de Félicien Kabuga, vous l'envisagez différemment des autres procès qu'on a connus en France? Tout d'abord, je pense que le procès de Kabuga ne se tiendra pas en France. Donc, on ne peut pas trop se prononcer là-dessus. D'autre part, nous ne nous sommes pas penchés sur le cas de Kabuga parce que nous n'avions pas les moyens de le faire. Il était poursuivi par le TPR et nous n'avons jamais été sur lui. Je voudrais quand même mettre en question cette présence de Kabuga en France avec tout un système qui existait à la fin des années 90 en France. Vous aviez un Rwandais à la tête de ce groupe. Le président, c'était Emmanuel Rwirangira, qui était épaulé par Jean-Marie Vianney, ancien ambassadeur, par Daniel Ushoki, ancien ambassadeur en Ouganda, le colonel Sébastien. Tous ces gens-là ont tout fait pour faire accorder réfugiés rwandais statut de réfugiés. Et ils ont ainsi berné l'OFPRA, l'organisation qui apporte les statuts de réfugiés. Et on ne peut que dénoncer. Ils ont tenu en décembre 1993, précisément dans le coin où Kajuga a été arrêté. Donc, il a à s'interroger sur la politique d'accueil des réfugiés rwandais
En 99, 200 ont été accordés à des Rwandais. Et on a vu se joindre quelqu'un qui était très proche de Kajuga, qui est actuellement en France, qui est originaire de Byumba, qui a participé aussi à l'achat des machettes. Il s'agit de Tassien Kajuga, qui pour l'instant n'est pas poursuivi. Et puis il y en a d'autres qui naviguent autour de ce groupe. Je pense en particulier à Jean-Marie Zapfakoumousi, qui n'est pas inquiété non plus. Donc il est intéressant de s'interroger sur ce qu'a été l'accueil des réfugiés rwandais. Et puis pour ne pas abuser de mon temps, je voudrais quand même préciser qu'Agathe Kanziga est bien poursuivie par une plainte du CPCF depuis 2007, que les juges d'instruction de Paris continuent à instruire le dossier, même si nous n'avons pas de nouvelles. Quant à Obukumba, dont on a parlé, et qui est le frère d'Agathe Kanziga, on peut toujours se poser des questions pour savoir pourquoi il n'est pas poursuivi. Tout le monde sait où il est en Belgique, et il est absolument inadmissible qu'il n'ait jamais rendu de compte à la justice. Merci bien, on comprend votre propos. Maître Richard Gisagara, je pense que cette arrestation de Kabuga, au lieu d'être une réponse à multiples questions, son arrestation suscite plutôt plusieurs interrogations autour de cette arrestation. Les gens, certains sont surpris, d'autres le sont moins, et d'autres se posent des milliers de questions. Comment y répondre aujourd'hui et qui va y répondre? Déjà, moi, je peux vous répondre. Je vais vous donner certains éléments, si vous voulez. Mm-hmm. Alors, l'arrestation donc de Kabuga, en fait, est le résultat d'une entraide judiciaire internationale qu'il faut saluer, bien évidemment. Donc, tout a commencé, comme ça a été rappelé, Kabuga, Félicien, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le tribunal a fermé. Quand il a fermé, le dossier a été transmis au mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux donc du TPI et du tribunal pour la Yougoslavie. Et c'est en 2012 que le dossier a été transmis au mécanisme. Alors, en avril 2013, il y a le juge Van Johnson du mécanisme qui était en charge du dossier, donc du mécanisme résiduel, a transmis un mandat d'arrêt international. Donc, ce mandat d'arrêt date du 23 avril 2013. Ce mandat d'arrêt a été transmis, c'est un mandat d'arrêt international. Et donc, depuis 2013, donc, depuis ces dates, donc, tous les pays du monde étaient supposés, si jamais ils se trouveraient sur leur territoire, ils étaient supposés l'arrêter et le transmettre au mécanisme résiduel. Il y a eu plusieurs enquêtes. Il y a eu des faits qui ont même failli mener à son arrestation. Madame Providence Murungi l'a rappelé tout à l'heure, ce qui s'est passé en Allemagne. La police allemande a failli mettre la main sur lui, même si ce n'était pas un accident, parce qu'elle n'était pas venue pour arrêter Félicien Kabuga, mais seulement pour arrêter son gendre. Et lorsqu'ils sont arrivés sur place, le gendre, Ngirabatwae, a pris une clé USB qu'il avait entre les mains, il a mis par terre, il a écrasé, et ça a intrigué les policiers. Donc les policiers ont repris les débris donc, de la clé USB, ils ont essayé donc, de pouvoir récupérer les informations qui étaient dessus. Quelques semaines plus tard, ils ont réussi, grâce à leur laboratoire technologique, à récupérer les éléments qui étaient dessus. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une personne qui prétendait être de nationalité tanzanienne que cette famille faisait traiter. Et donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte que ça aurait pu être, donc que c'était Félicien Kabuga. Mais c'était trop tard pour pouvoir l'arrêter.
il est parti. Et depuis ce moment-là, on n'a plus sa trace. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la deuxième photo, puisqu'il n'y a eu que la photo qui datait de l'époque du génocide, la deuxième photo qu'on peut avoir avec des traits vieillis de Kabuga date de cette époque. C'est la photo que la police allemande a donnée lorsqu'ils ont retrouvé les éléments qu'il avait. C'était le passeport tanzanien qu'il avait utilisé. Donc, la procédure s'est poursuivie. Les enquêtes ont été comme un point mort jusqu'à ce que, donc, ce samedi, lorsque donc, le mécanisme en coopération, comme Mme Mungi l'a rappelé, avec la police française. La police française précise qu'il y a eu l'intervention donc, de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité avec la gendarmerie française et le détachement également de la garde républicaine, donc qui a fait que, à ce moment-là, donc, ils ont retrouvé sa trace. D'après l'information qui était donnée par les autorités françaises, c'est par géolocalisation du téléphone de ces enfants qu'ils se sont rendus compte qu'ils pourraient se trouver en France. Et dans l'information officielle qui a été donnée, ils n'étaient pas sûrs qu'il était dans cet appartement-là d'Asnières-sur-Seine, qui est une localité qui est près de Paris. Ils ont fait des descentes simultanées à plusieurs endroits où ils pensaient pouvoir le retrouver. Donc, il a été retrouvé dans cet appartement. Donc, c'est sous la complicité de ses fils, enfin de ses enfants, qu'il a pu aujourd'hui accomplir cette cavale de presque 26 ans. Alors, sur le plan légal, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Puisqu'il est arrêté à la demande du mécanisme international, du mécanisme par le mandat d'arrêt qui a été rendu par le juge Johnson, donc du mécanisme international, il a été placé de samedi sous écout extraditionnel. Il a été présenté au procureur de Versailles et il va passer devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Paris qui va décider donc sur la décision à donner sur son extradition. Et il va probablement donc être extradé vers le mécanisme international qui dispose des lieux de détention. Pour rappel, ils ont 2 lieux de détention. Ils ont un lieu de détention aux Pays-Bas, à La Haye, et ils ont un autre lieu de détention à Arusha. Et après, il va être jugé par le mécanisme international qui a la possibilité, dans le cadre des fonctions qui lui ont été données lors de la fermeture du tribunal pénal international pour le Rwanda, et c'est ce mécanisme qui va organiser à son jugement. Donc, je pense que sur le plan judiciaire, c'est ça qu'il faut expliquer. Donc, expliquer qu'aujourd'hui, donc, il fait l'objet il est sous le mandat extraditionnel, et quand il va être extradé, il sera extradé vers le mécanisme international, et c'est ce mécanisme-là qui va le juger. Lorsque, en justice, on parle, là je parle sous votre contrôle et du contrôle de mes invités ici au studio qui est aussi du domaine, lorsqu'on parle de complicité, vous parlez de ses fils et ses proches qui ont été des complices pendant tout ce temps. Doit-on envisager également quelque chose contre, quand on parle d'un complice en tout cas, on doit envisager quelque chose sur le terrain de la justice? Oui, la complicité, permettre à une personne d'échapper à la justice est une infraction pénale. Si on fait obstruction à la justice, tout acte qui fait obstacle à ce que la justice puisse être rendue est une infraction pénale. Donc ça peut être poursuivi. Effectivement, il y a des dispositions légales pour ça. Ces personnes qui, s'ils sont reconnus coupables donc d'avoir permis à cette personne d'échapper à la justice, effectivement, ils peuvent faire l'objet de poursuites. Et donc, quand vous me parlez des complicités, effectivement, officiellement, d'après les autorités qui l'ont arrêté, c'était sur la complicité de ses enfants. Ça, c'est une chose qui a été révélée publiquement par les autorités françaises. Mais après, il faut effectivement s'interroger si ces enfants étaient les seules personnes qui lui ont permis d'avoir cette cavale de 26 ans. Écoutez, je suis avocat, je ne vais pas affirmer des choses pour lesquelles je n'ai pas de preuves, mais tout le monde sait, et tout le monde sera d'accord avec moi, qu'on ne peut pas échapper à la justice pour une personne qui est recherchée comme un Kabuga, pour une personne contre qui existe une promesse de 5 millions d'euros en cas d'arrestation. On ne peut pas échapper à la justice pendant 26 ans s'il n'y a pas de complicité au plus haut niveau. Alors maintenant, l'enquête pourra peut-être nous dire jusqu'à quel niveau cette complicité a existé. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas vous dire qu'il y avait des complicités au niveau étatique français, mais on s'interroge quand même, on ne peut pas supposer que cette personne ait pu
vivre pendant autant de temps sans qu'il y ait ces complicités. L'information que nous avons, c'est que cette personne était malade, qui se faisait soigner régulièrement. Pour se faire soigner en France, il faut soit un titre de séjour, il faut soit un passeport ou un visa de long séjour. Donc il faudra que l'on puisse savoir si ce sont des documents officiels qu'il utilisait ou si ce sont de faux documents qu'il utilisait. Tout ça nous permettra de savoir un jour qui a permis à cette cavale de plus de 26 ans. Et voilà. Je fais juste remarquer une chose, c'est que il y a une des personnes qui est dans son entourage qui, à une époque, était défendue par un ancien ministre de la coopération française. Donc, on peut s'interroger. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments concrets qui nous permettent de dire telle ou telle personne lui a permis, à part ce qui était indiqué officiellement par rapport à une aide institutionnelle ou une aide étatique. Rien ne nous permet de l'affirmer actuellement, mais on peut toujours s'interroger, puisqu'il est invraisemblable qu'il aurait pu rester pendant autant de temps sans qu'il y ait des complicités haut placées. Parlant de complicité haut placée, Guillaume Ancel, vous qui avez toujours dénoncé un certain silence, vous pensez, on parle, Maître Disagara parle de membres de la famille, mais il essaie un peu également de voir un peu plus grand d'autres complicités, d'autres formes de complicité. Vous pensez qu'il y a des gens aujourd'hui qui avaient des intérêts ou qui ont des intérêts à protéger en protégeant Félicien Kabouga et principalement? Écoutez, je voudrais revenir sur un simple fait historique. D'accord. Il y a 26 ans, la famille de Kabouga s'est réfugiée à l'ambassade de France au Rwanda et elle a été évacuée à Bujumbura par la France, le 12 avril 1994. Ça veut dire qu'à cette époque, la France était en totale connivence, elle soutenait complètement ce gouvernement et les proches, puisque Kabouga n'était pas au gouvernement, mais il les soutenait complètement et elle fermait les yeux chaque fois que nos services de renseignement nous disaient que c'était les organisateurs du génocide. 26 ans après, ce sont des officiers de gendarmerie français qui arrêtent Kabouga. Donc il y a eu un changement énorme, si vous voulez, d'attitude, mais bien sûr que c'était impossible que cette personne ait pu échapper pendant 26 ans à la justice sans des complicités très haut niveau. Et il est impossible qu'il ait pu se réfugier pendant des années en France s'il n'avait pas bénéficié de réseaux qui dépassent largement celui de ses enfants. Disagara a raison d'être prudent, il ne cite que, c'était une évidence. Mais ce qui est important, c'est d'investiguer sur ces réseaux de complicité de génocidaires qui existent toujours en France et qui ont permis à cette personne d'échapper à la justice jusqu'ici. Et là, il faut écouter Alain Gauthier sur l'importance de ces génocidaires qui sont encore en France et qui n'ont toujours pas été poursuivis par la justice. Vous pensez que c'est le début d'un changement radical par rapport, disons, à la traque des gros poissons en France? Je l'espère. Voilà, et je pense que nous allons revenir sur Madame Omurundi. On parle d'un système assez complexe et des circonstances assez très complexes par rapport à l'arrestation, qui ont mené à l'arrestation de Kabouga. Est-ce que, Madame, disons-nous la vérité aujourd'hui, Monsieur est sur le point d'être extradé aux Pays-Bas ou soit à Arusha. Il y a eu, vous avez essayé un peu de parler de ça, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux, les gens se demandaient est-ce qu'on peut envisager par exemple un procès Kabouga ici au Rwanda où les crimes ont été commis, surtout que ce n'est pas le premier cas qui a été traité par le tribunal international pour le Rwanda d'Arusha qui soit, ce n'est pas le premier dossier en tout cas qui soit ramené ici au Rwanda pour être jugé. Oui, tout à fait. En fait, quand le TPIR a fermé et puis que le mécanisme international donc, qui s'occupe de ces fonctions résiduelles a commencé, c'était pour compléter ce qui n'avait pas été achevé par le TPIR et aussi à cause de ces cas de ces fugitifs qui n'étaient pas encore rattrapés. Et puis ce que je veux préciser ici, c'est que il y avait des cas justement qui ont été
directement transférés devant les cours nationaux, dont nous avons reçu certains. Il y a aussi 2 cas qu'on a donc laissés à la France, mais qui n'appartient pas, où Kabuga ne fait pas partie. Et Kabuga et 2 autres, avec Kabuga et Major Miranya et Bizimana, qui était le ministre de la Défense, les 3 ont resté. Donc le mécanisme a préféré garder ces 3 personnes pour que si un juge sont arrêtés, que ce soit eux que ce soit le mécanisme en fait qui les juge. Donc Kabuga figure sur les 3 qui ne sont pas sur la liste des cas qui est le mécanisme à l'époque, donc je pense n'avait pas envisagé de transférer devant les cours nationaux. Donc il appartient maintenant au mécanisme. C'est à eux de décider parce qu'ils ont la priorité sur les juridictions nationales. C'est dans leur volonté, ce qu'ils peuvent faire, c'est si eux, le mécanisme décide donc de transférer le cas, certainement que ça va être le Rwanda, parce que Kabuga n'a pas la nationalité française, même s'il a été arrêté en France. Donc probablement que si le mécanisme, lui, décide même de sa propre volonté de transférer le cas au Rwanda, donc ça va être les juridictions rwandaises qui peuvent connaître de cette affaire. Mais en principe, c'est que c'est le mécanisme qui a la priorité, qui doit juger ce cas. Et d'autres options qui peuvent suivre, ça peut être d'autres options, donc négocier selon leur volonté. Et puis, ce qu'ils font, normalement, ils demandent au pays si vous êtes prêt et si vous avez la volonté de juger la personne. Mais pour ce cas précis, ils sont dans leurs mains. Donc, il a été arrêté sous leur mandat. Il y figure sur la liste des 3 recherchés qu'ils avaient préféré garder pour eux, pour leurs propres raisons. Donc, mais le Rwanda est toujours prêt et toujours préparé. Donc, ça va quelque chose, c'est d'autres options qui vont suivre et dont nous n'avons pas le contrôle. Docteur Bizimana, c'est quand même quelque chose de très important que Madame vient de souligner là. 3 messieurs que le tribunal a voulu garder pour lui, des dossiers qu'il doit traiter pour lui. Là, nous parlons de Félicien Kabuga, il y a également Augustin Bizimana, il y a également Proté Miranya, qui sont les 3 têtes d'affiche, en tout cas, des hommes les plus recherchés. Docteur Bizimana, quelles sont les raisons, par exemple, qui ne sont pas dites au grand jour, qui peuvent justifier ça? Bon, ça se comprend parce que le tribunal pénal international pour le Rwanda, et surtout le mécanisme qu'il a remplacé, agit par ordre de priorité, et de priorité des suspects. C'est-à-dire que sur les autres dossiers qui restent, il y a, par exemple, le Fulgence Kaishema, qui était NPJ, inspecteur de la police judiciaire à Kibuye, à Nyangye. Vous voyez, il n'y a pas de petits criminels. Mais si vous voulez, on peut dire que c'est les criminels de moindre importance. Il y a aussi des cerveaux. Évidemment. Alors, les 3 qui ont été gardés, il y a Kabuga qui a financé le génocide, et nous l'avons suffisamment dit ce soir. Mais le major Proté Miranya, c'était le patron de la garde présidentielle du président Habyarimana. Et la garde présidentielle a été à la tête du génocide. C'est la garde présidentielle qui a entraîné. Les tout premiers entraînements ont été faits par la garde présidentielle. Les miliciens. Mais aussi, les miliciens. Mais aussi les premiers assassinats de personnalités politiques de l'opposition et des Tutsis ont été perpétrés par la garde présidentielle déjà dès le soir du 6 avril 1994. Et même à Boutaré, pour que le génocide commence à Boutaré, il y a un avion qui a amené des soldats de la garde présidentielle à Boutaré pour participer au début du génocide. Et donc vous comprendrez que ce major Proté Miranya a une grosse responsabilité. Le 3e personnage, c'est Augustin Bizimana. Augustin Bizimana qui était ministre de la Défense pendant, un tout petit peu avant le génocide, mais aussi pendant le génocide lui-même. Parce qu'il a été nommé ministre de la Défense en 1993. Et il faut constater aussi qu'Augustin Bizimana est originaire d'Obiumba, à la même préfecture, dans la même préfecture que Félicien Kabuga. Donc il y avait aussi ces liens de proximité entre les 3 personnages. Et vous voyez, ça se comprend. C'est sur la gravité des crimes qui est considéré, mais aussi le degré d'appartenance sur le plan politique, sur le plan militaire et des fonctions que ces gens-là occupaient.
Ici, nous parlons de Félicien Kabuga, mais les autres personnes dont vous parlez, docteur, ce sont des gens qui ont occupé des postes aussi bien au niveau du gouvernement. C'était des officiels carrément, avec Kabuga qui n'était pas des fonctions, qui n'occupait pas de fonctions officielles. Qu'est-ce qui justifie justement la protection, ou en tout cas les privilèges dont il a bénéficié dès son départ au Rwanda? C'est quasiment, parmi les explications qu'on a eu à entendre ici, c'est quasiment un diplomate qui s'est déplacé, ou les traitements dont il bénéficiait. Bon, tous les intervenants l'ont dit ce soir. Félicien Kabuga, c'était quelqu'un qui avait de très très gros moyens financiers. Et n'oubliez pas qu'il a aussi des biens, beaucoup de biens immobiliers au Kenya, à Mombasa particulièrement. Et donc, grâce à ces biens, il avait des liens. Il avait des liens pour pouvoir créer un système de protection, l'alimenter, pour pouvoir le protéger. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour avoir des faux documents, ce n'est pas n'importe qui peut les avoir. Il faut avoir au sein des systèmes d'octroi des documents, il faut avoir des personnes là-dedans qui vont influer afin de pouvoir aider une personne comme Kabuga. Donc, deuxième élément, c'est que Kabuga, nous l'avons aussi suffisamment dit, était très proche du régime du président Habyarimana. Donc, ce qui fait que les réseaux internationaux proches de ce régime ont aussi aidé Kabuga, certainement, dans sa cavale, pour pouvoir couvrir sa cachette. Bon, il faut comprendre que lorsque quelqu'un est très lié au pouvoir de cette façon-là, il bénéficie de ces différents liens avec les milieux internationaux. N'oubliez pas, par exemple, que le capitaine Porbarir, qui est un ancien chef de la gendarmerie française, était très proche de la famille présidentielle. Il avait un contrat de plus de 2 millions de dollars d'achat d'armes. Et Kabuga avait des liens aussi avec le capitaine Porbarir. De même que Fabien Singaye, qui a épousé la fille de Kabuga et qui a travaillé pendant un certain nombre d'années à l'ambassade du Rwanda en Suisse, et qui faisait la traque des réfugiés rwandais déjà à l'époque des années 1990. Et Fabien Singaye, on va le retrouver dans le dossier du juge Bruguière. C'est lui qui cherchait des témoins pour accuser les autorités rwandaises qui ont arrêté le génocide. Vous voyez que tout ce système-là, je ne donne que quelques exemples pour vous montrer que Kabuga avait des liens très étroits au sein des États, y compris les États les plus importants. Justement, il y a une question que les gens ici, à travers nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, on parle de 5 millions de dollars américains qui avaient été, que les États-Unis d'Amérique avaient proposé pour tout celui qui retrouverait Félicien Kabuga. Quels sont les intérêts particuliers que les États-Unis d'Amérique avaient pour quelqu'un, disons, sur l'arrestation de Félicien Kabuga? Bon, c'est un fonds qui existe pas que pour le Rwanda. C'est-à-dire que les États-Unis possèdent un fonds d'aide et de soutien aux personnes ou aux États qui traquent les terroristes et les grands criminels. Et donc, dans ce fonds, les États-Unis ont mis en place, à l'intérieur du fonds lui-même, une partie de l'argent qui était destiné à aider le tribunal pénal international pour le Rwanda pour traquer, saisir et attraper les génocidaires, et surtout les génocidaires les plus recherchés. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un fonds ce fonds n'a pas été créé que pour le Rwanda, c'est un fonds qui existe depuis longtemps et qui fonctionne pour d'autres pays. Il y a aussi de l'argent, par exemple, qui est destiné pour la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak, même en Afrique, dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas une particularité spécifique pour le TPIR. Je ne sais pas si Alain Gauthier est avec nous. Alain, je voudrais savoir, aujourd'hui, vous, par rapport à l'arrestation de Félicien Kabuga, le financier entre guillemets, vous, Alain, vous avez toujours parlé des difficultés auxquelles vous faites face dans votre
combat de tous les jours, ce sont les moyens. Je viens de poser la question de savoir ce fonds-là ou l'argent qui avait été proposé par les États-Unis pour celui qui arrêterait ou qui donnerait des informations fiables qui puissent mener à l'arrestation de Kabuga. Vous, aujourd'hui, vous souffrez, parmi les difficultés auxquelles vous faites face, c'est également les moyens pour faire avancer les choses. Ah, bien évidemment, nous n'avons cessé de dire que nos besoins étaient importants. Je dois vous avouer que ce n'est pas nous qui avons touché les 5 millions d'euros, les 5 millions de dollars, pardon. Si ça avait été le cas, nous pourrions faire notre travail maintenant en toute sécurité. Voilà. Mais c'est vrai que dans toutes les recherches que nous avons à faire contre les personnes qui se trouvent en France et qui sont susceptibles d'avoir participé au génocide des Tutsis, eh bien, nous avons besoin de moyens. Nous devons nous rendre sur place au Rwanda. Nous devons enquêter, apporter des preuves pour que toutes les plaintes que nous déposons soient reçues par les juges d'instruction. Voilà. Donc, c'est vrai que à chaque procès, nous avons des difficultés pour financer le travail de nos avocats. Et c'est la raison pour laquelle, systématiquement, lorsqu'un procès arrive, eh bien, nous lançons des appels à être traités, non pas pour payer nos avocats, mais au moins pour les défrayer du travail qu'ils font depuis, pour nous, pour le CPCR, depuis 20 ans. Donc, on comprend qu'ils doivent être défrayés. Il y a également des questions qui se posent sur l'arrestation de Kabuga. Le fait qu'il soit sur le continent européen puisse avoir aussi facilité les choses que quelqu'un qui se trouve, par exemple, dans les pays africains. Là-dessus, j'aimerais également un commentaire de la part du docteur Bizimana. Vous pensez qu'être en Europe ou dans un pays européen, pas particulièrement la France, puisse avoir également facilité son arrestation? J'ai l'impression que vous ne m'avez pas entendu. Je vais peut-être me répéter. Vous pensez que la présence sur le sol européen puisse avoir facilité l'arrestation de Félicien Kabuga, disons que quelqu'un qui se trouverait sur le continent africain, par exemple, où forcément l'information ne passe pas aussi vite ou certaines, en tout cas, dispositions logistiques ne puissent pas faciliter? Mais vous posez la question? C'est à moi que vous posez la question? Oui, Alain. Pardon. Oui, bien sûr, je pense qu'il est plus facile de retrouver quelqu'un sur le sol du territoire de la France ou d'autres pays européens. C'est plus facile que de les retrouver dans la forêt de la République du Congo. Mais je pense que ça ne change rien. Le cas de Kabuga, c'était quelqu'un qui était recherché par toutes les polices du monde entier. Et c'est vrai que les moyens qui ont été mis, en particulier dans cette arrestation, ont dû être importants. Et comme le disait tout à l'heure Guillaume Ancel, je crois qu'il faut qu'on félicite les gendarmes qui ont participé à cette arrestation. Peut-être qu'on a mis auprès d'eux des moyens suffisants pour pouvoir arrêter enfin Kabuga. Bon, ceci dit, nous ne savons pas depuis quand il est traqué en France. Des témoins ont dit qu'il serait là depuis 3 ans. Un de ses voisins qui a été interrogé par un journaliste aurait précisé que ça fait 3 ans qu'il est dans cet immeuble, qu'il l'aide de temps en temps à se déplacer.
Bon, mais je redis, hein, cette arrestation pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et on aura besoin de savoir, quel que soit l'endroit où Kabouga sera jugé, on a besoin de savoir comment, dans quelles conditions il est arrivé sur le sol français. Et peut-être que l'idéal, ce serait que, comme le mécanisme, comme le TPIR l'a déjà fait, que le mécanisme se dessaisisse du dossier Kabouga et qu'il l'envoie pour être jugé au Rwanda. Je crois que ça serait quelque chose d'assez extraordinaire et tellement important pour toutes les victimes directes de Kabouga. Maître Gisagara, vous pensez que juger à La Haye, juger à Arusha ou au Rwanda, qu'est-ce que, par exemple, le procès Kabouga va apporter sur ce qu'on connaît déjà? Il va apporter beaucoup. Déjà, d'abord, sur le fait de savoir s'il faut le juger à La Haye ou à Arusha, ou même au Rwanda ou en France. Moi, si j'avais le choix, Mme Murungi a bien expliqué que c'est le mécanisme qui a la priorité et donc probablement il va être jugé par le mécanisme. Mais si j'avais le choix, moi, si on me demandait de choisir, moi je choisirais qu'il soit jugé au Rwanda, effectivement, en premier lieu, ou alors dans un autre pays, pas par la justice internationale, parce que s'il est jugé selon les lois nationales de certains pays, les victimes ont plus de droits que devant la justice internationale. Donc s'il fallait choisir, moi je choisirais soit le Rwanda ou pourquoi pas la France, plutôt que par le mécanisme international où les droits des parties civiles, des victimes, n'est pas aussi respecté que si une personne est jugée selon les lois nationales. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela peut-être pour les moins initiés, donc pour le grand public? C'est juste les statuts qui ont été... Vous savez, les juridictions internationales ont été mises en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans leurs statuts, les victimes n'ont pas... leurs droits sont presque inexistants. Ils ont le droit d'être protégés, je vais dire, mais ne peuvent pas se constituer partie civile pour prétendre à une réparation donc de ce qu'ils ont subi. On reconnaît effectivement... évidemment qu'ils sont victimes, mais ils n'ont pas le droit ni à la réparation, en tout cas pas comme dans les juridictions nationales, et surtout, ils ne peuvent pas intervenir dans le dossier comme ils peuvent le faire devant les juridictions nationales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très à déplorer. C'est un des critiques, pour moi, les plus importants de la juridiction des tribunaux internationaux. Maître, ils ont essayé de changer, mais avec le TPI. Maître, oui. Comparaison n'est pas raison. Nous avons récemment suivi un procès qui a été jugé par le tribunal international, le procès Jean-Pierre Bemba, où il y a eu la réparation pour les victimes des viols qui ont été commis. Pourquoi vous dites que ce n'est pas applicable dans ce cas? Vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? Tout simplement parce que les statuts ne sont pas les mêmes. Les statuts du tribunal pénal international, qui datent donc de la résolution 955 des Nations Unies, qui ont instauré en 1994 donc, le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'ont pas prévu la possibilité de permettre une réparation directe des parties civiles. Mais après la Cour pénale internationale pour le Rwanda, puisqu'elle a été créée récemment, récemment c'est assez relatif, mais elle a été créée après le tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal pénal pour la Yougoslavie, il y avait eu beaucoup de critiques, notamment des organisations internationales, qui reprochaient justement aux tribunaux internationaux de ne pas donner une bonne place aux parties civiles. Donc, ils ne permettaient pas aux parties civiles de pouvoir intervenir et d'être directement dédommagés. Et c'est pour ça que pour la Cour pénale internationale, cette question a été abordée et les statuts permettent effectivement qu'il puisse y avoir une réparation. Et les statuts ne sont pas les mêmes, comme vous l'avez dit, comparaison n'est pas raison. Et voilà, devant le mécanisme également international,
les parties civiles ne pourront pas intervenir directement. Ils ne peuvent pas être partis au procès comme c'est le cas dans les juridictions internationales. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais revenir également, Madame Murundi, peut-être pour apporter un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Madame, je pense que lorsqu'on parle de la justice, surtout la justice internationale, il y a certaines choses qui s'appliquent chez les uns et qui ne s'appliquent pas forcément chez les autres. Expliquez-nous un peu ici. Pourquoi ne pas peut-être avancer, changer les choses si ce tribunal existe depuis autant d'années, en 1995 que le tribunal a été mis en place, aujourd'hui plus de 25 ans après, pourquoi les choses ne peuvent pas avancer, changer? Comme Maître Richard vient de le dire, en fait, le statut du mécanisme, comme il a hérité le statut en fait, qui était du TPR, effectivement, il n'y avait pas de place pour les victimes. Les victimes ne sont vues que juste comme les témoins, ils sont protégés. Mais en ce qui concerne la partie de la réparation, donc de se constituer partie civile, ça n'existait pas dans le statut du TPR et c'est la même chose pour le statut du mécanisme. Et ça a été toujours vraiment, et c'est ce qu'on déplore toujours, donc dans tout ce qui est le mandat, tout ce qui est comme le legacy, ce qu'on peut dire du tribunal international pour le Rwanda et même pour l'ex-Yougoslavie, c'est la même chose. Et comme il vient de le mentionner, effectivement, c'est que en fait, ça a été résolu pour la Cour pénale internationale qui a aussi ses propres critiques, et que, mais au moins cette fois-ci, mais ce sont des crimes qui ont été commis après 2000, donc ça ne nous concerne pas. Comme il l'a dit, effectivement, justement, si Kabuga est jugé par le mécanisme, ça va être toujours le même statut qui va être suivi. Donc, la place de la victime, en ce qui concerne se constituer comme partie civile, ça va être difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que, comme je vous ai dit, comment il vient de le dire, nous, en tant que le Rwanda, on ne peut rien changer parce que c'est le statut des institutions qui dépendent, qui ont été créées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais, il peut y avoir un amendement, il y a toujours des révisions, l'amendement des statuts, mais c'est toute une procédure qui passe par le bureau donc, légal des Nations Unies. Mais c'est quelque chose qui a été toujours discuté, mais qui est toujours même sur la table de discussion, mais on ne peut pas permettre à nous, à notre niveau, qu'on va changer quelque chose, quoi. Et je pense que le temps, si un amendement doit-il y avoir, le temps ne joue pas toujours en notre faveur. En la faveur de la justice. Docteur Bizimana, est-ce que ce n'est pas envisageable aujourd'hui que le Rwanda se dise, avec tous les mécanismes, avec tous ces systèmes qui, forcément, quand on parle de la justice, c'est d'abord pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, les morts et les survivants de ce génocide, messieurs les secrétaires. Est-ce que, au lieu de se dire, est-ce que ce n'est pas compréhensible que le Rwanda dise aujourd'hui, donne-nous ce cas, on va le juger comme on l'a jugé avec d'autres, au lieu de passer par des chemins qui puissent ne pas forcément être en faveur des victimes ou de la partie civile? Bon, mes amis l'ont bien dit, que ce soit Madame Providence et aussi Maître Gisagara, il y a des dispositions légales. Des dispositions légales qui donnent la primauté aux mécanismes résiduels pour les deux tribunaux, d'ailleurs. C'est-à-dire que si Kabuga a été arrêté sur demande, sur dossier, sur mandat d'arrêt du mécanisme international, c'est le mécanisme international qui a la primauté de juridiction. Et donc, je ne vois pas pourquoi le Rwanda, il est exigé, parce qu'on n'a aucune base légale pour pouvoir demander son extradition. Laissons le mécanisme faire son travail, et si par chance, le mécanisme se dessaisirait du dossier pour le confier au Rwanda, ce serait quelque chose de formidable, mais je pense très sincèrement que le mécanisme qui a passé plus de 25 ans en train de rechercher une personne est le plus grand suspect qu'il considère comme plus grand. Je vois mal ce mécanisme se dessaisir du dossier. Alain Gauthier, vous, par exemple, vous avez toujours dénoncé la lenteur des choses. Vous voulez voir les choses aller aussi vite
pour que justice soit faite. Comment est-ce que vous envisagez ce procès s'il doit y avoir, s'il doit avoir lieu, disons dans combien de temps vous envisagez en tout cas cette procédure? Bon, écoutez, moi je n'ai pas je n'ai pas d'avis, je n'ai pas sur la date à laquelle Kabouga pourrait être jugé. Il faut simplement savoir que Kabouga a 84 ans aujourd'hui. Kabouga est en mauvaise santé. Donc, si la justice traîne les pieds, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant dans beaucoup de dossiers, eh bien, il est clair que Kabouga ne sera jamais jugé. Et ça, c'est bien la crainte que l'on peut avoir. Le cas de Kabouga n'est pas unique en France. On a en France un nombre important de personnes, en tout cas de personnes qu'on poursuit en justice, qui sont âgées, qui sont malades. Et donc, notre grande crainte, c'est de dire qu'ils ne soient jamais jugés. On le dit et on le redit, le temps joue en faveur des bourreaux. Et dans le cas de Kabouga, ça risque bien d'être la même chose. Donc, si on veut que Kabouga rende des comptes à la justice des hommes, il faudra bien que l'on mette en place des choses accélérées. Alors on va me dire, mais la justice répond à des codes, à des délais, etc. Et, bon, moi j'ai peur que Kabouga ne soit plus en disposition d'être jugé. Et ça, ce serait le plus grand des malheurs, parce que cette affaire a beaucoup de choses à nous apprendre sur le génocide des Tutsis, mais aussi également sur tous ceux qui, ici en France, on poursuit, parce que s'il est en France actuellement, c'est qu'il a des liens étroits avec un certain nombre de personnes qui, depuis des années, idée là-dessus. Maître Gisagara, peut-être pour terminer, vous, vous êtes avocat en France, vous vous dites que c'est quoi la meilleure solution qui soit sur la table aujourd'hui dans l'intérêt des victimes, d'abord? C'est déjà les reconnaissances en tant que victimes et c'est que la justice soit rendue. Et donc nous espérons, même si le mécanisme donc, qui va les juger ne leur donnera pas la place que nous aurions aimé qu'il leur donne, mais au moins qu'ils rendent justice. L'importance de ce procès sera vraiment capital, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des questions qui n'ont pas été, auxquelles il manque de réponses, c'est sur le financement du génocide. Vous savez qu'il y a des procédures actuellement, il y a une plainte qui vise notamment la banque BNP Paribas sur le financement, sur les armes qui étaient vendues au Rwanda en contournant l'embargo sur les armes. Ça, ce sont des questions sur lesquelles peut-être nous aurons plus de réponses, puisque, comme il a été dit, M. Kabouga aurait été à la tête donc, du financement du génocide. Peut-être que ce procès nous permettra d'avancer. Il y a également M. Guillaume Ancel aussi, il a parlé sur les armes qui étaient livrées au Rwanda. C'est peut-être ces armes sont passées également par le financement de cet homme. Donc, le procès, même s'il n'y a pas de réparation pour les victimes, nous pensons qu'il sera très très important pour les victimes en premier lieu, pour la justice en deuxième lieu et pour le monde entier, puisque les crimes contre l'humanité concernent le monde entier. Donc c'est un procès très très important. Même sans réparation, il sera très important et les parties civiles pourront, si jamais la justice est rendue comme il faut, pourront obtenir justice. Quelques secondes, Mme Kabouga, la liste est encore longue, non? Oui, et bien sûr, ce n'est pas le seul fugitif qui était là, il y en a d'autres, mais surtout pour la France, donc ça c'est un signal fort. On peut en rappel aussi à d'autres pays aussi qui hébergent d'autres, comme le crime de génocide, c'est un crime imprescriptible, que ce soit dans 20 ans, 25 à 30 ans, ils seront toujours poursuivis.
Et ce serait génial pour l'heure donc, de coopérer toujours, de répondre. Parce que non seulement il y a les mandats du mécanisme, mais aussi il y a les mandats qui sont émis par notre office du procureur dans différents pays, surtout en Afrique et même en Europe. Donc ça devait être un signal fort pour tout le monde pour que donc, cette coopération continue. Quant à nous, nos services sont toujours ouverts pour la coopération parce que les éléments de preuve et tout ça, ils ont été recueillis ici et nos services sont toujours ouverts et coopératifs. Donc on ne peut qu'espérer maintenant que cet effort collectif continue. Docteur Bizimana, on a juste 15 secondes pour un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est juste pour soutenir ce que vient de dire Providence, que actuellement le Rwanda a lancé plus de 1000 mandats d'arrêt internationaux contre des génocidaires qui sont réfugiés à l'étranger. La plupart de ces génocidaires se trouvent malheureusement sur le continent africain et on constate que ce sont des pays africains qui coopèrent le moins. De la nature, il faudrait que le cas Kabuga serve en tout cas de leçon pour d'autres États afin qu'ils jugent, soit qu'ils jugent eux-mêmes les suspects qui sont sur le territoire, ou bien qu'ils les extradent. Et je soulignerai aussi le fait du négationnisme parce que la plupart de ces États qui hébergent des criminels hébergent en même temps des personnes qui nient, qui continuent de nier le génocide de Tutsi parce qu'un criminel, ce qu'il fait, en premier lieu, c'est de nier le crime qu'il a fait. Et donc, ils mettent en place aussi un système de négationnisme pour falsifier l'histoire des faits du génocide qu'ils ont commis. La fille, par exemple, du colonel Bahoufité, qui était aussi la préfecture de Byumba sur le plan militaire, et il avait dirigé auparavant la préfecture de Gisenyi, et sa fille fait partie du réseau en Belgique, Liliane Bahoufité, de Jambo, que vous connaissez. Il fait partie de l'association Jambo, qui est une association de jeunes qui se retrouvent autour de l'objectif de nier le génocide commis contre les Tutsis en falsifiant l'histoire et aussi en essayant d'innocenter les crimes commis par leurs parents. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus et surtout sur l'affaire Félicien Kabuga et d'autres affaires également. Permettez-moi de remercier mes invités de la soirée, Guillaume Ancel, l'ancien lieutenant-colonel de l'armée française, également qui a écrit sur le Rwanda Fin du silence. Merci également à Alain Gauthier qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Je dis également merci à Maître Richard Gisagara qui est avocat à Pontoise. Merci beaucoup à Madame Omurundi, qui est du ministère de la Justice en charge de la coopération judiciaire et de la justice internationale. Également, merci au docteur Jean-Damascène Bizimana, qui est le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Je m'appelle Eddy Sabiti, c'est la télévision rwandaise. L'émission, c'est Majuscule Propos. Merci d'avoir été de nôtres et surtout, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.